Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. La communauté internationale brandit les menaces économiques pour faire plier la junte militaire au Soudan. Le pays risque de perdre des milliards de dollars d'aide si la junte n'amorce pas un retour à l'ordre constitutionnel. Litige foncier au Cameroun. Les autorités ont ordonné la suspension des transactions foncières dans 21 départements. Objectif, mettre fin aux ventes illicites des terres du domaine national. Et puis la religion au service de la cohésion sociale. Au Tchad, les fidèles musulmans prêchent pour la sécurité et la paix en cette période de transition politique. Mais tout d'abord, en Guinée, l'opposition accuse le chef de la junte d'avoir violé la charte de la transition. Samedi 30 avril, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé à la télévision nationale un calendrier de transition d'une durée de 3 ans et 3 mois. L'opposition qui qualifie cette décision d'unilatérale et contraire à la charte régissant la transition n'exclut pas de descendre dans la rue. La réaction de la CEDEAO est attendue. L'organisation militait notamment pour une durée de la transition responsable qui ne devait pas excéder les 18 mois. La question du retour à un gouvernement civil est également au centre des préoccupations au Soudan. Pour ne pas se heurter à de nouvelles sanctions financières internationales, la junte militaire soudanaise doit rapidement former un gouvernement civil de transition. La communauté internationale met en garde. Le pays risque de perdre des milliards de dollars d'aide au développement de la Banque mondiale, son accord avec le FMI et 19 milliards d'annulation de sa dette. La crise politique persiste. Le pays d'Afrique de l'Est se dirige vers un effondrement économique et sécuritaire. Le point sur la situation avec Philomène Tina. La pression de la communauté internationale s'accentue sur les autorités de transition soudanaises. Les États-Unis et l'Union européenne exhortent le pays à faire des progrès immédiats vers la formation d'un gouvernement civil de transition. Si le pays ne se conforme pas à cette exigence, il risque de perdre des milliards de dollars d'aide au développement de la Banque mondiale, son accord avec le Fonds monétaire international et 19 milliards d'annulation de sa dette. On verra ce que les sanctions financières de la communauté internationale donneront. Mais à mon avis, par manque d'empathie à peuple, je pense que les militaires sont partis pour rester longtemps. La vie ne s'améliorera pas. Les sanctions qui vont s'ajouter ne vont pas arranger les choses. Et les peuples subiront encore davantage. Depuis le putsch du 25 octobre au Soudan, l'opposition refuse toujours de dialoguer avec les militaires et les forces politiques qui les soutiennent. Toutefois, la diplomatie soudanaise pourrait reprendre ses droits après la libération récente de plusieurs prisonniers politiques importants du pays. Je ne pense pas que le refus de l'opposition pliera le pouvoir en place des militaires qui s'accrochent plus au pouvoir. Ils ne sont pas les seuls. Partout, il y a les militaires. Je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest. La durée de leur temps au pouvoir est plus importante pour eux que ce que peut subir leur peuple en termes de misère. Fin mars dernier, l'Organisation des Nations Unies a alerté sur la situation du Soudan. L'ONU a averti que le pays d'Afrique de l'Est se dirigeait vers un effondrement économique et sécuritaire s'il ne remédiait pas à la paralysie politique consécutive au coup d'État militaire d'octobre et ne s'engageait pas dans la reprise d'une transition dirigée par des civils. À côté de cette crise politique persistante, le Soudan connaît également d'importantes difficultés économiques. Le gouvernement algérien a décidé d'allouer en 2022 un budget de plus de 80 milliards de dinars au titre de contribution au dispositif de l'allocation chômage. Cette allocation permettra notamment aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale de l'emploi de bénéficier d'une allocation mensuelle de 13 000 dinars et d'une couverture sociale à travers la carte Chifa. Les précisions dans ce sujet de Joël Ballot. Avec un taux de chômage estimé à 15% en février 2022, le gouvernement algérien a alloué une première enveloppe de plus de 80 milliards de dinars pour l'allocation chômage, vraisemblablement pour 10 mois. Ce financement sera bénéfique à 600 000 Algériens. Le fait que le gouvernement algérien
prenne des mesures pour essayer de soulager les populations les plus démunies. C'est une très bonne chose, mais il faudra essayer de pérenniser cela. Cette pérennisation doit se faire avec la création d'emplois. C'est seulement ça, la création d'emplois pour la jeunesse algérienne qui est dans l'attente, et puis même l'élite algérienne, des gens très bien formés, des cadres très bien formés commencent à partir par des vagues successives en Europe, et donc ça c'est une perte immense pour l'Algérie et pour l'Afrique, parce que sont ces futurs cadres qui pourraient développer l'Algérie. Cette mesure gouvernementale vise à soulager une frange de la population algérienne acculée par une flambée des prix sans précédent et un ralentissement de l'activité du marché de l'emploi impacté ces dernières années par la pandémie de Covid-19 et la crise en Ukraine. Ce système de protection sociale veut ainsi limiter les effets de la crise économique. Les prix de l'énergie montent en flèche. Donc l'Algérie pourrait combler justement ça et puis essayer de venir massivement aux plus démunis. Donc l'Algérie en a les possibilités, en a les capacités. C'est une volonté politique qu'il faudrait aux autorités algériennes pour ouvrir des pans entiers, par exemple, pour que la jeunesse puisse travailler convenablement dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'industrie. Aussi, les demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale de l'emploi pourront bénéficier d'une allocation mensuelle de 13 000 dinars et d'une couverture sociale à travers la carte Chifa. Pour rappel, c'est l'une des mesures sociales les plus ambitieuses du président Abdelmajid Tebboune depuis sa prise de pouvoir en décembre 2019. Baisse attendue de la production 2022-2023 de céréales en Afrique subsaharienne. Une baisse qui affectera particulièrement le Kenya selon les experts. Au cours de la saison 2021-2022, le pays était le plus grand importateur de maïs de la région. Selon les données du Conseil international des céréales, le Kenya devra importer 700 000 tonnes de maïs pour l'exercice 2022-2023. Philomentine. Le maïs est la principale denrée de base au Kenya et le pays est ainsi l'un des principaux pays importateurs de la céréale en Afrique subsaharienne. Toutefois, la production de la région est attendue en baisse pour le compte de la campagne 2022-2023. Une situation qui ne manquerait pas de créer des complications pour le Kenya. La baisse de la production de maïs en Afrique subsaharienne est due donc à la réduction des espaces cultivables, due également aux effets extrêmement négatifs des changements climatiques, ce qui fait que des zones où vous aviez facilement à peu près 6 hectares de maïs à l'hectare, 7 ou 8 selon la variété, ces zones-là également nous donnent de moins en moins. La production de maïs du Kenya n'est pas suffisante pour répondre aux besoins du pays. Celui-ci connaît un déficit structurel en maïs avec une production qui fait aussi face au défi des pertes post-récolte qui amputent chaque année 30 à 40% du volume récolté. Quelqu'un qui fait 21% des importations, ça veut dire 1/5. Si le niveau de la production de maïs baisse, forcément, le Kenya va être affronté, c'est-à-dire quoi, le risque de rationnement, c'est-à-dire les quantités désirées pour être importées, le Kenya ne pourra pas les avoir. Et deuxièmement, le budget qui est généralement consacré à ces importations de maïs par le Kenya, ce budget pourra être revu forcément à la hausse. Selon les données du Conseil international des céréales, le Kenya envisage d'importer 700 000 tonnes de maïs en 2022-2023, soit 21% des besoins d'importation de la région subsaharienne d'Afrique qui s'estime à 3,4 millions de tonnes. En outre, la Zambie et l'Afrique du Sud seront les principaux fournisseurs de maïs de la région, vu que la production de la Tanzanie devrait chuter de 16% en glissement annuel. Au Cameroun, où les conflits fonciers représenteraient 85% des affaires enrôlées au niveau des juridictions administratives, le ministre du Cadastre et des Affaires foncières a récemment annoncé la suspension des transactions foncières dans 21 des 58 départements du pays. Mesure qui vise à mettre fin aux ventes illicites des terres du domaine national. Marine Tolo. Pour mettre fin aux ventes illégales des terres du domaine national, le ministre camerounais des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi, a suspendu des transactions foncières dans 21 départements du pays. Il s'agit là précisément des départements de la Liké, la Mofou et Afamba, la Mofou et Akonor, le Mbam et Inubu, le Mbam et Kim, le Lom et Djerem, le Dja et le Bo, la vallée d'Untem, l'océan, l'Amdila, la Sanaga maritime, le Mongo, le Nkam,
la Haute-Sanaga, le Noun, la Benoué, le Fako, la Mesam, le Mayo-Bagno, la Vina et l'Owouré. Dans l'ordonnance du 6 avril 1974, il est dit que le domaine national est constitué de toutes les terres immatriculées. Et c'est l'État qui en assure la gestion dans l'optique d'un usage proportionnel et rationnel. Pour les observateurs, certains litiges fonciers peuvent générer sur la base des discordes aux atteintes et à la propriété foncière. Elles peuvent aussi être liées à la complexité des procédures et des régimes juridiques applicables en la matière, le défaut de mise à jour des dossiers administratifs et techniques et le non-respect de la réglementation en matière de bornage. Pour le ministre du Cadastre camerounais, cette suspension de vente de terrain intervient dans un contexte où des transactions ont lieu dans le domaine national alors que cela est interdit par la loi. La décision a été prise suivant plusieurs causes, mais la cause principale est la vente illicite des terres. Au Cameroun, les conflits fonciers représentent 85% des affaires enrôlées au niveau des juridictions administratives et 65% pour ce qui est des juridictions judiciaires selon l'autorité gouvernementale. Également, l'autorité ajoute que cette pratique spolie l'État et crée un préjudice pour les acheteurs qui peuvent se voir contester l'accès à la terre après achat. Dans de nombreux pays africains, les responsables religieux sont sollicités pour favoriser la cohésion des différentes communautés. C'est le cas au Tchad où, à l'occasion de la fin du mois saint de Ramadan, les imams ont appelé les fidèles musulmans à œuvrer pour la sécurité et la paix en cette période de transition politique et institutionnelle. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan. Au Tchad, la fin du mois béni de Ramadan est marquée par des prêches en faveur de la sécurité et de la stabilité. Les prédicateurs exhortent les croyants tchadiens à cultiver la paix et la cohabitation pacifique pour cette période périlleuse de la transition. Dans le 5e arrondissement de la capitale, par exemple, le cheikh Saleh Mohamed Ramadan implore toutes les forces vives du pays à dialoguer pour préserver la quiétude des citoyens. Dans ce pays, il y a des gens qui œuvrent pour le progrès de la République et il y a aussi ceux qui font le contraire pour leur intérêt égoïste. Nous devons continuer à prier pour que les partis politiques, la société et les mouvements politico-militaires trouvent un accord pour rompre définitivement avec les cycles de violence. Il faut qu'ils fassent un effort pour la quiétude des paisibles citoyens. Pour les prédicateurs, le Tchad est un pays stable dans une région en proie aux menaces terroristes et l'instabilité politico-sécuritaire grâce au sacrifice des forces de défense et de sécurité. Ils estiment que les croyants musulmans doivent continuer à prier en faveur des soldats qui veillent à la sécurité du territoire et œuvrent au profit de la stabilité politique et socio-économique. À la frontière avec tous les pays voisins qui sont en difficulté sécuritaire, notamment la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, se trouvent nos vaillants soldats qui veillent sur la sécurité de notre territoire au prix de leur vie parfois. Nous devons les soutenir avec de prières et œuvrer pour la paix à l'intérieur du pays pour leur faciliter la tâche aux frontières. Pour rappel, le mois de Ramadan qui s'achève a été une période de recueillement, mais aussi une période laborieuse pour les musulmans tchadiens à cause de la canicule, du manque d'énergie et de la cherté de la vie. Les prix des denrées de première nécessité ont triplé sur les marchés à cause de la rareté des produits de grande consommation. Le Tchad qui va reporter le dialogue de réconciliation nationale initialement prévu pour le 10 mai 2022. La junte militaire au pouvoir depuis plus d'un an a annoncé ce dimanche 1er mai avoir donné son accord pour le report du dialogue qui est censé déboucher sur une remise du pouvoir aux civils à la demande du Qatar, médiateur d'un pré-dialogue qui se tient depuis 1 mois et demi à Doha entre la junte et les divers groupes rebelles. Les pourparlers de Doha peinent à avancer. Aucune précision sur le nouveau calendrier n'a été donnée. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.